Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent au programme de ce nouveau numéro. On va parler d'OBJ, d'Odell Beckham Jr. qui a signé à Miami. On en parlera de l'attaque de Miami et de l'apport que pourrait avoir OBJ sur cette saison. Ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. On inaugurera aussi une petite nouvelle rubrique qui s'appelle le Moulin à rumeurs. C'est Seb qui m'a fait penser au Moulin à rumeurs la semaine dernière. On reviendra sur toutes les petites rumeurs rapidement qui ont émaillé la NFL sur ces 7 derniers jours. Mais avant, on va, comme débat principal, parler d'une franchise glorieuse dans le passé. Là aussi, elle fut glorieuse cette franchise. Oui, c'était il y a quelques temps. Mais elle va peut-être revenir. C'est bien le problème. Elle va revenir peut-être sur le devant de la scène, cette franchise qui a un peu tout bousculé pendant cette intersaison, qui allait chercher le premier choix à la draft 2024, Caleb Williams. Ce sont bien sûr les Bears de Chicago. Et pour en parler avec nous, nous avons un spécialiste des Bears, peut-être le spécialiste français des Bears de Chicago. C'est Julien. Salut Julien, comment ça va ? Bonjour à tous, le spécialiste français des Bears, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas un fan inconditionnel, oui, et tout va bien et merci de m'inviter. C'était ça ou le seul fan français des Bears, mais bon, je ne voulais pas offenser les autres, tu vois. Non, on est quand même nombreux et on risque de le devenir un peu plus au regard de cette draft et de ce qu'on est en train de construire, j'espère. Effectivement. Alors, Julien, que vous pouvez retrouver sur X, notamment sous le pseudo French Bears 69. On en profite pour saluer le compte français de la franchise des Bears de Chicago, Chicago Bears France, qui est aussi que vous pouvez suivre aussi sur X. Du côté de l'équipe TFA, ce sont nos deux acolytes de d'habitude, les Tic et Tac, les Boulet Bill, les Garfield et la pizza. On commence par Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, qu'est-ce qui fait la pizza au fait toi t'étais Garfield donc, je déteste les lundis donc ça tombe bien. Écoute, je suis ravi que ce soit moi qui t'ai donné l'idée du moulin à rumeurs. Ça confirme mon statut de trendsetter au sein de Free Agent et ça satisfait énormément mon ego. Je suis ravi qu'on reçoive Julien, spécialiste des Bears en France, parce que effectivement c'est une franchise qui a une histoire qui nous a tous un petit peu fait grise mine depuis quelques années, mais qui est peut-être en effet en train de construire quelque chose d'intéressant. Donc moi, je suis très content qu'on ait un avis éclairé sur la question. On a tous plus ou moins le nôtre, je pense, autour de ce micro, mais ça va être intéressant d'entendre ce que Julien a à nous dire à ce sujet. Et donc, puisque Seb était Garfield, on accueille la pizza. Salut Damien, comment ça va ? Salut Seb, salut Flav, salut Julien. Je suis ravi d'être la pizza, parce que moi j'en consomme des quantités indécentes, et puis bon, en plus on est à Chicago, du coup c'est une deep dish, une grosse pizza bien fournie, ça me va. Et vous retrouvez bien évidemment les podcasts culinaires de TFA prochainement. On va lancer l'idée, on va faire ça. Tiens, en parlant de podcast nouvellement créé, juste avant de partir sur la NFL, on va saluer le podcast de la WNBA qui vient de se lancer chez TFA. Damien d'ailleurs en est partie prenante, mon cher Damien, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est voilà. Mon deuxième aujourd'hui. Voilà, avec Chris aussi, que vous retrouvez aussi en NBA. Donc, vous pourrez suivre toute la saison de WNBA. C'est une nouveauté sur TFA. Donc, allez écouter aussi le podcast des copains de la Baballe Orange. Donc, on en est. Tiens, en parlant de Orange, les Bears de Chicago, nous y voilà. T'as vu la transition, elle est forte. Je suis toujours aussi impressionné par ton professionnalisme. C'est incroyable. Retour donc sur l'intersaison des Bears de Chicago. Ça a été un peu, Julien, ça s'est bousculé en cette intersaison chez les Bears. Il y a eu le départ de Justin Fields, il y a eu pas mal d'arrivées aussi. Quel est ton regard, toi ? Tiens, d'ailleurs, sur Justin Fields, est-ce que tu te dis bon débarras ? Non. Certainement pas. Moi, j'aurais aimé, pour tout vous dire, une année supplémentaire avec Fields et avec une nouvelle ligne offensive et puis encore des armes pour lui. Sachant qu'on s'est débarrassé de Luke Getsy. Lui, par contre, on le regrettera pas. Et je voulais voir ce que ça aurait pu donner avec un nouveau coordinateur offensif, qu'on a d'ailleurs embauché également. Et ça a été une demi-surprise de le voir partir, mais moi ça m'embêtait un peu parce que j'avais plutôt de la sympathie et je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec lui. Mais bon,
on pouvait pas passer à côté d'un, faut croire, par rapport au front office des Bears, à côté d'un premier tour de draft. Je crois que c'était jamais arrivé ou c'était arrivé il y a très longtemps. On présentait Caleb Williams comme un talent générationnel, donc là-bas à Chicago ils sont plus forts que moi quand même, donc ils ont dû se dire que c'était le pari à faire et de en gros repartir un peu une nouvelle fois de zéro, enfin de zéro non, parce qu'on avait déjà quand même commencé à reconstruire avec notre coach principal, Matt Eberflus, la ligne défensive, la ligne offensive. On commençait à avoir ajouté des jeunes joueurs, plein de talents. Donc on s'est dit, on va repartir avec espérons, un talent générationnel avec Caleb Williams, même si moi, j'étais quand même au départ un peu dubitatif. On entendait pas mal de choses autour de lui. En extra sportif, en sportif, c'était quand même partagé. Vous voyez, sur les différentes communautés NFL, il y avait, c'était partagé. Alors certes, il a un gros bras, il a une vision du jeu que n'avait peut-être pas Fields. Il était dans une équipe en universitaire qui est pas quand même une grosse écurie, quoi. Ils ont rencontré d'autres équipes qui sont pas parmi les plus fortes, les plus puissantes. Donc tout ça me laisse dans l'expectative. Moi, j'attends de voir. Je jugerai sur pièce. Moi, je suis content. Choix numéro 1. Maintenant, faut voir si la maillot prend avec justement avec Shane Waldron, notre nouveau coordinateur offensif. Matt Eberflus encore aux commandes. Et puis surtout, et on va y venir, transition, avec les apports à nouveau offensifs qu'on a chopé en intersaison et forcément à la draft. J'imagine que vous allez y venir. Bon, on va en parler évidemment. Avant de rentrer encore plus dans le cas Caleb Williams, si j'ose dire, on a Seb une intersaison que tu qualifierais comme on a quand même eu beaucoup d'arrivées du côté des Bears, que ce soit en attaque ou en défense. Il s'est passé beaucoup de choses. En effet, déjà un coaching staff qui a été largement remanié avec 2 coordinateurs qui sont changés. Il y a également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a presque une dizaine de coachs de position qui arrivent. Rien que ça pose déjà cette volonté de mettre quelque chose en mouvement du côté de la franchise. Il y a eu l'extension de Jalen Johnson qui était particulièrement importante pour les Bears. D'abord parce que Johnson est de loin leur meilleur joueur en défense et parce que la saison dernière, la défense antiaérienne, elle a quand même sacrément souffert et que c'était un de leurs axes de progression nécessaires. Et d'ailleurs, de ce côté-là, ils ne sont pas restés totalement en reste puisqu'ils ont signé Kevin Bayard de la part des Eagles. Donc là aussi, il y a volonté de se renforcer de l'autre côté de la balle. On a beaucoup parlé de l'attaque, mais de l'autre côté de la balle, et également, il y a eu la signature du safety Jonathan Owens. Donc du 109 pour cette défense antiaérienne qui a fini, je crois, dans le bottom 6, je ne veux pas dire de bêtises, de la saison dernière, 25e NFL pour être plus précis. Donc ça, c'était un premier axe. En ce qui concerne Caleb Williams, je pense que les questions qu'on se pose, c'est celles qu'on se pose sur tout quarterback en first pick. J'ai envie de voir quand même le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas dans une attaque qui est totalement, qui va tourner intégralement autour de lui. Il y a DJ Moore qui est déjà là, il y a Cole Kmet qui est déjà là, il y a Rome Odunze qui a été drafté également au premier tour, et ça c'est quand même une très 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 belle prise d'après les observateurs. La question que je me pose, mais c'est un petit peu la même que celle de notre invité, c'est est-ce que la sauce va prendre ? Parce qu'il y a quand même, au niveau sportif, beaucoup de nouveaux éléments qui arrivent et il va falloir que toutes les pièces se mettent en place. Et puis, le cas Matt Eberflus, moi, je me pose la question de savoir si, en début de saison, Eberflus va faire partie de ces coachs qui seront déjà sur la sellette avant même que le kick-off ne soit donné. À mon avis, c'est une question qui mérite d'être posée. Bon. Mais
En revanche, il y a bien quelque chose qui se construit à Chicago. On manquera pas de faire un podcast sur les coachs en danger en semaine 4 ou 5. Tu sais bien, notre podcast annuel sur les coachs en danger. Oui, mais oui, on fera bien parce qu'on sait qu'il y en a qui sont en danger même avant même que les camps d'entraînement n'ouvrent. Ce qui est déjà pas gagné. Damien, toi, tu la sens comment cette intersaison des Bears? Tu trouves que c'est plutôt satisfaisant jusque-là? Oui, bah, clairement. Au fond de moi, j'aurais aimé qu'il fasse cette intersaison-là pour Justin Fields, parce que c'est un quarterback que j'adore. Mais c'est une intersaison réussie. Après, voilà, Caleb Williams, ça va pas être facile. Parce que comme vous l'avez dit, il arrive dans une situation déjà de coaching qui est tendue, hein, puisque forcément, il va avoir la pression. Cette équipe des Bears, elle a des ambitions, et c'est quand même un jeune quarterback qui était à USC, qui n'a pas fait une très bonne saison 2023, qui a fait une très belle saison 2022, mais qui n'a pas fait une très belle saison 2023, et notamment contre des équipes classées, etc. C'était souvent catastrophique. Donc il va falloir s'ajuster, il va falloir être un peu patient avec Caleb Williams, je pense, et c'est pas forcément la situation là pour les Bears, hein, puisque c'est de la construction, mais c'est quand même de la construction en prenant des joueurs qui sont déjà bien établis. Je pense à Keenan Allen, même DeAndre Swift, c'est quand même un bon recrutement. Mais pour Caleb Williams et pour les Bears, en tout cas, je vois il y a un renouveau, un souffle positif, et ça c'est bien. Il était au match des Cubs récemment, standing ovation. Il était aussi au match du Sky en WNB. On voit qu'il veut vraiment prendre part à 100% de cette équipe de Chicago et pousser la franchise vers le haut, et ça c'est quand même très bien. L'année dernière, Julien, on a eu quand même une bonne surprise. Je ne sais même pas si c'est une surprise, mais DJ Moore a quand même fait une belle saison du côté de Chicago. Il y avait eu ce questionnement l'an dernier. Faut qu'on rappelle pour ceux qui ont rejoint le podcast et la NFL depuis peu de temps, Chicago avait le premier choix de la draft 2023 qu'ils ont échangé contre les Panthers, notamment en échange du premier tour de cette année. C'est pour ça qu'ils ont été premiers choix cette année, hein, parce que ce n'était pas le pire bilan de la ligue, les Bears. Mais ils ont eu donc le premier choix cette année et ils avaient reçu DJ Moore. DJ Moore qui a fait plutôt une saison tout à fait intéressante du côté de Chicago et qui sera cette année en plus épaulé dans le corps de receveurs par, tu l'as dit Damien, Keenan Allen et par le tout jeune Rome Odunze qui a été drafté en 9e position de cette draft. Ça fait quand même un corps de receveurs qui sur le papier est plus qu'intéressant pour Caleb Williams. Oui, je prends la parole. Du coup. Oui, vas-y, Julien. Oui, effectivement. DJ Moore, l'année dernière, il n'a pas déçu. Il faisait d'ailleurs un bon duo avec Justin Fields, je trouve, avec Met en tant que Titan, tout ça. Je voulais revenir après sur le caractère de Williams, et c'est Damien qui l'évoquait. C'est vrai que oui, c'est intégré, mais ça c'est un peu un classique dans le sport américain. On veut toujours faire copain avec les autres grosses franchises de la ville. Passage obligé. Mais moi, ce que j'ai remarqué à l'inverse de Fields, et ça c'est le côté positif, pour l'instant en tant que personne de Williams, je le trouve vachement plus extraverti. Il est comment dire, il est plus naturel, alors que Fields parfois paraissait un peu dans le jeu. Et ça, c'était une vérité, ce qui était un peu embêtant avec lui. Et puis, en dehors du jeu, après les matchs, il paraissait apathique. Il n'était pas spécialement dynamique, quoi. Déjà, ne serait-ce que sur sa mécanique de lancer, c'est revenu souvent. Il était long à la détente, c'est le cas de le dire, plutôt au lancer. Et ça, c'était une faiblesse. On se demandait d'ailleurs s'il lisait bien le jeu adverse en défense, et il y avait de grosses interrogations là-dessus. Donc, il compensait après par sa puissance physique, rapidité et puis talent d'esquive. Pour ça, c'était un joueur un peu iconique, parce qu'il a quand même des talents. Enfin, il avait des qualités à faire valoir. Williams, aussi, forcément. Et puis sur la personne, oui, je le trouve déjà un peu plus réveillé, entre guillemets. Et puis alors autour de lui, par rapport à la reconstruction totalement offensive là des Bears, on change un peu de braquet, parce qu'on était souvent connu pour avoir une grosse défense. On l'aura aussi, je pense. C'est pour ça là on commence à équilibrer attaque-défense. Ça commence à avoir de la gueule sur le papier. Il y a du lourd. Et donc là en offensif,
On a DJ Moore qui a pas déçu l'an dernier, hein, qui a pas lâché de ballon, qui a marqué quand on pouvait marquer, ce qui était déjà là plus difficile avec un Getsy qui était, moi je trouve, Luc, un Getsy, hein, anciennement des Packers. Moi je me disais que finalement il était venu en mode, comment dire, ennemi encore des Bears, parce qu'il a rien fait de positif. C'était la taupe. Ouais, non mais sérieux, bon bref, il a pas su comment dire créer une bonne dynamique avec Fields. C'est pour ça que moi je m'étais dit on pouvait encore garder une année Fields avec un nouveau coordinateur offensif comme Shane Waldron là qui est bon. Il a de l'expérience ce gars-là, il a eu des quarterbacks sous ses ordres qui n'étaient pas des moindres, hein. Il avait quand même eu Wilson, Geno Smith aux Seahawks, et avec des quarterbacks aussi différents l'un que l'autre là par rapport à ceux que je viens de vous citer. Il les a fait, il a fait du bon boulot. Alors je me suis dit avec Fields ça pouvait peut-être le faire. Bon bref, on va pas parler du passé, on va passer de l'avenir. Et avec Williams, vous l'avez dit, le tour de draft, le 9e tour de draft, la super bonne pioche avec le wide receiver, la Rome Odunze, Keenan Allen, DJ Moore, Cole Kmet, les running backs, hein, vous l'avez dit, hein, d'Andre Swift, hein, débauché des Eagles. Ça commence à causer. On a vraiment là armes RR et au sol. Donc, va falloir couvrir tout ce beau monde dans la profondeur, à mi-distance, sur les coureurs en puissance, hein, avec notre running back, hein, qui sera oui, d'Andre Swift entre autres, hein. On a aussi Khalil Herbert, hein, si je ne m'abuse toujours, hein, oui, dans le roster. Ouais. Donc on a du gros potentiel, mais après il faut que Eberflus, si on prend en vertical, et ça commence depuis Eberflus, Caleb Williams en tant que tout jeune, 2 nouveaux receveurs, et puis ce nouveau coordinateur offensif, ça fait beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression que là, les Bears, ils ont mis un peu le paquet. De toute façon, vu les positions de draft qu'on avait et puis le pognon qu'il nous restait aussi, il y avait moyen de débaucher des gars. C'est ce qu'on a fait avec Keenan Allen, hein, qui a de l'expérience. Donc ça, c'est tout bénef. Donc, il y a moyen de moyenner, de mettre des points, ce qu'on n'a pas trop fait l'an dernier. Mais on en a plutôt encaissé, comme vous l'aviez évoqué, par rapport à une défense qui était en l'occurrence là en couverture, là en cornerback, safety, c'était un peu just, hein. On a souvent pris l'eau, quoi. Donc sur le papier, ça a de la gueule et on a des gens d'expérience avec des nouveaux, donc tout ça. Moi, je me dis, je suis plutôt positif. Et pour venir sur Eberflus, qui est déjà en danger, je trouve que vous y allez un peu fort. C'est vrai que l'année dernière, c'était pareil. Seb, il est comme ça. Ouais. On a eu un problème avec notre coordinateur offensif qui est parti, défensif, qui a dû dégager dans la saison. On se demande pourquoi, des espèces d'embrouilles en interne, je sais pas quoi, ça a pas trop communiqué, c'était pas net. Donc déjà là, on prend cher. Bon, Eberflus, il est connu plutôt pour la défense. Je répète, Getsy, moi, j'ai pas trouvé bon. Donc, il commençait aussi Eberflus avec quelques handicaps. Donc là, normalement, il a une base solide de gens d'expérience, hein, entre Waldron et puis Eric Washington, hein, qui vient des Beats, si je ne m'abuse, en coordinateur défensif. Donc là, déjà, lui, il va pouvoir être un peu relâché pour ne pas gérer non plus non-stop les appels en attaque, tout ça. Il sera là, évidemment, mais autour de lui, il a du lourd. Donc, je suis assez confiant. Je pense qu'il va devoir quand même, bonifier tout ça quand même. Il faudra lui laisser cette année-là à nouveau, parce que faut pas faire comme en Europe pour les équipes de foot, tout ça, au moindre contre-performance un peu répétitive, on lâche tout et on repart à zéro. Je suis bien placé pour le savoir en tant que fan des Bears. Nous, on n'a pas arrêté de faire ça depuis des années. Et ça a donné quoi? Rien. On est toujours en mode à stagner, même certaines décennies à se dégrader. Donc là, il va falloir jouer un peu la sécurité et puis nous donner un peu de temps avec tous ces gars-là, sauf catastrophe.
Et là, d'accord, mais bon, il faut parfois un peu, laisser le temps au temps. Surtout en NFL, si on veut aller trop vite, c'est jamais trop bon. Alors ça peut le faire parfois, mais les grandes franchises, elles se construisent un peu sur la durée. Changer tous les 2-3 ans, ça peut être casse-gueule. Et j'espère donc là qu'on a une base qui moi me semble construite pour l'avenir, et un avenir, on va dire, assez court, quoi. Au moins viser les playoffs, au moins. Ce serait déjà une bonne chose, effectivement. Il y a une belle base pour l'avenir. Damien, toi qui connais bien Keenan Allen, parce que c'est ton ami, on sait que tu dînes avec régulièrement. En tant que fan des Chargers, toi qui as connu Keenan Allen et qui est spécialiste aussi de la NCAA, donc qui connaît bien Rome Odunze, tu le sens comment, toi, ces ajouts de receveurs du côté de Chicago? C'est deux profils très différents, Rome Odunze et Keenan Allen. Et tu sais quoi, je vais même rajouter DeAndre Swift parmi les receveurs, parce que même si c'est un running back, ça c'est un profil très intéressant chez lui, c'est un running back qui est excellent à la réception. Et ça me fait... On va pas revenir sur le passé, comme a dit Julien, mais c'est typiquement le genre de running back avec lequel Justin Fields jouait très très bien. Il l'a fait à Ohio State avec J.K. Dobbins. Donc c'est vrai que j'ai pris ça moi aussi comme un signe du coup pour Justin Fields. Mais bon, ce sera un très bon receveur en plus pour Caleb Williams. Keenan Allen, c'est un receveur fiable. C'est un receveur un plus petit, un receveur slot, mais un receveur fiable. Il a vraiment aidé Justin Herbert à s'installer comme un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue avec les Chargers. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour les Bears, parce que je pense qu'il peut faire de même avec Caleb Williams. Après, c'est aussi un receveur qui n'a pas été épargné par les blessures. Donc c'est vrai que c'est un receveur fiable quand il est là, mais qui est aussi pas épargné par les blessures. Donc ça à surveiller. Rome Odunze, c'est un profil différent. C'est un receveur plus physique, un peu plus plus grand que Keenan Allen. Donc ça aussi c'est intéressant pour Caleb Williams qui aime bien aller chercher des grosses actions, etc. Donc il pourra aussi compter sur Rome Odunze qui a une présence physique. En plus il a Cole Kmet qui est quand même un des tout meilleurs tight ends de la ligue. En tout cas un des tight ends qui aspire à être un des meilleurs. Donc il y a eu l'ajout au poste de tight end aussi d'Everett en backup de Cole Kmet, qui est pas non plus, tu vois, pour un tight end backup, moi je trouve que c'est plutôt intéressant aussi. Et oui, d'une manière aussi, pour ce qui est bloc et ligne offensive, ça reste aussi intéressant d'avoir un tight end en plus du calibre d'Everett, quoi, pour protéger Williams. Seb, on a parlé rapidement de DeAndre Swift. Il est donc arrivé au poste de running back chez les Bears pour remplacer David Montgomery. 24 millions, dont 14 millions pleinement garantis sur 3 saisons. Il a 25 ans. DeAndre Swift, il y a eu des analystes américains qui ont dit c'est peut-être un peu cher pour un running back. On sait que le poste de running back est parfois... Comment dire, c'est un poste qui est sujet à blessure, c'est un poste qui est toujours difficile d'évaluer parce qu'il y a des saisons où ça part dans les chiffres et puis d'autres où au contraire il y a des running backs qui demandent de l'argent et qui ne l'obtiennent pas forcément. Est-ce que toi tu penses que c'est un contrat tout à fait raisonnable? Il y a quand même eu au début de la free agency une ruée sur les running backs là, dès que la season league, dès que la faute de Saquon Barkley. C'est la faute à Saquon Barkley. Dès que la Ligue Year, a commencé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été le premier étonné puisque, souviens-toi, à la même époque, la saison précédente, on parlait de la dévaluation du poste de running back et que c'était devenu quasiment un poste jetable. Ma pauvre dame, les temps changent. Oui, effectivement, les temps changent. En l'occurrence, pour DeAndre Swift, il sort quand même d'une sacrée saison avec les Bears, 1049 yards, 5 touchdowns, 4,6 yards par portée, les enfants, ça c'est quand même pas rien. Et Damien parlait de l'ajouter au corps des receveurs, et c'est pas injustifié, parce que 39 réceptions, 214 yards, un touchdown, c'est quand même pas rien. Effectivement, la somme peut faire grincer, mais les Bears, comme nous l'a rappelé Julien, avaient de l'argent à dépenser. Ils avaient besoin de pérenniser ce poste après le départ de David Montgomery. En prenant en compte ces paramètres-là, je dirais que la dépense est justifiée. Après, est-ce que ça les vaut? Ça, une fois de plus, enfin, tu connais ma marotte, Flav, la vérité du terrain, tout ça.
Toi, c'est la vérité du terrain. Damien, ça dépend. On va découvrir celle de Julien avant la fin de l'émission. Normalement, il va y avoir une phrase fétiche, peut-être, qui reviendra régulièrement. Toi, Julien, ça te choque pas le contrat de DeAndre Swift? Non, parce que comme vous l'avez dit, on avait de l'argent. Je crois qu'on l'a bien utilisé. Ryan Pauls, là-dessus, il est bon. Il était chasseur de tête là aux Chiefs. Ça, il fait, moi, je trouve, du bon boulot. Et on a additionné des pièces là où il nous en manquait. Donc, on a blindé un peu plus encore l'attaque avec des jeunes et des vieux. Et puis en défense aussi, déjà depuis l'année dernière. On avait chopé du lourd sur la ligne. Donc, je trouve qu'on structure pas mal attaque et défense. Donc, on progresse là-dessus, sur le papier. On a des valeurs qui n'ont pas déçu l'année dernière. On a chopé l'année dernière Montez Swift des Commanders. Des Commanders. Donc, ça, il nous le fallait impérativement pour casser ce qui nous a fait très mal l'année dernière, parce qu'on mettait zéro pression sur l'attaque adverse. Et c'est pour ça qu'on se prenait un max de points en profondeur, et puis même à la course, je crois qu'on n'était pas trop mal encore. Mais il nous manquait de la pression sur le quarterback et il nous fallait des edges, quoi. Un peu comme notre feu aimé Khalil Mack, qui était aux Chargers, mais bon, qui coûtait cher, lui, en l'occurrence. Et puis pour Montgomery, oui, running back, qui était bon chez nous, mais qu'on a envoyé aux Lions, et bien lui en a pris pour ce qui le concerne, quoi. Vu la saison des Lions. Bravo à eux. Effectivement. Alors, c'est fair play pour un adversaire de division. Je suis pas toujours aussi sympa avec les Falcons. Je devrais m'y mettre. Je devrais essayer d'être aussi sympa avec les Falcons à l'avenir. On va essayer. Je promets rien, mais je vais faire de mon mieux. C'est déjà pas mal. Au moins pour Jordan. Voilà, au moins pour Jordan. On salue Jordan qui est avec nous dans la rédaction de TFA. Qu'est-ce qui manque encore, Julien, cette équipe des Bears? Est-ce qu'il manque encore quelque chose dans l'effectif? Bonne question. Moi, je crois que là, on a comblé les trous. Moi, je crois qu'on a comblé les trous avec des jeunes de cette année en free agency, déjà l'année dernière. Donc, il y a une logique. L'année dernière, on a renforcé un peu la défense, la ligne défensive. Là, c'est l'attaque et c'est un peu extraordinaire, on va dire, parce que c'est vrai qu'on mettait pas le paquet sur l'attaque, mais là, on l'a mis. De toute façon, sur cette draft-là, il y avait que des talents offensifs, quasiment, en gros, en tant que quarterback, wide receiver et compagnie, principalement. Donc, ça tombait bien pour nous. Donc, ce qui manque maintenant, c'est un peu d'expérience, quoi. Ça, c'est pour ça qu'on a sur toutes les lignes, on a on a Keenan Allen, il est plus tout jeune, donc lui, il va apporter quand même son expérience. Et l'expérience qu'on a, par contre, c'est avec nos coachs. Ça, c'est pas anodin. Avec Eberflus, anciennement des Colts, Seahawks pour le coordinateur offensif et défensif, ex-Bills. Donc ça, c'est des franchises qui avaient été assez loin quand même ces dernières années. On peut pas dire le contraire pour les Bills, en l'occurrence. Enfin, ouais. Donc, même les Seahawks, ça marchait plutôt bien. Ouais. Voilà. Et encore une fois, il faut que ça matche entre tous ces jeunes et moins jeunes de l'équipe. Et puis avec ce trio, moi je vais rester sur un trio là de coach. Ça sera leur première année, enfin au moins pour défensif et offensif. Donc oui, faut qu'ils se mettent au boulot rapidement et on verra bien. Moi j'ai l'impression là que oui, on a mis en place une équipe qui doit faire quelque chose. On se dit toujours tout ça parmi les fans des Bears chaque année. C'est pour ça que c'est des énièmes reconstructions, mais là je trouve qu'elle est à peu près construite. De façon équilibrée, entre attaque, défense, à tous les postes, ceux qui nous manquaient en tout cas. Donc ça doit le faire. Et puis on va espérer avec
un roster là offensif comme on a, de mettre un paquet de touchdowns, de battre des records, parce que on n'a jamais eu vraiment de quarterback offensif à Chicago qui casse un peu des records. On en a eu avec Fields, quand même, faut reconnaître, en termes de course, de touchdown à la course. Il était aussi bon que le quarterback des Ravens. Là, c'était un peu son. Là, voilà, c'était un peu ce profil-là, mais on l'a un peu vite séché et bon, il s'est barré chez les Steelers. Donc, on a une espèce de filière de recyclage de quarterback chez les Steelers avec Trubisky et Fields. Autant Trubisky, on pouvait leur laisser. Fields, bon, j'espère qu'il fera son trou là-bas et qu'il mettra à la retraite l'ami Wilson. Hein, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui, souhaitons-lui. Seb, est-ce qu'il y a des besoins, toi, que tu vois encore chez les Bears, ou est-ce que, comme Julien, tu te dis, bon, allez, c'est bon, on peut commencer la saison demain? Enfin, on va attendre le 15 mai parce que le calendrier n'est pas encore connu, mais le 16 mai, du coup. Je pense qu'il va falloir booster ce pass rush. Parce que 30 sacs la saison dernière, c'est quand même pas fifou. Alors, le besoin a été adressé lors de la draft, puisque les Bears ont drafté Austin Booker de Kansas au 5e round. Après, ça reste un 5e round. Est-ce qu'il sera entièrement opérationnel Day One? Rien n'est moins sûr, mais c'est vrai que Montez Sweat, je pense qu'il se sent un petit peu seul sur son aile et qu'il verrait d'un assez bon œil qu'il ait un copain de l'autre côté qui puisse lui aussi amener un peu de pression et alléger les schémas de blocage sur lui. Je pensais également au poste de centre sur lequel il y avait une interrogation. Alors là aussi, les Bears tout de même se sont renforcés. Ils ont fait venir Coleman Shelton et ils ont également tradé pour Ryan Bates des Bills, qui a également beaucoup d'expérience en tant que garde droit. Les deux vont être en compétition sur le poste. Après, c'est deux joueurs de qualité. C'est de bon augure, je trouve, pour leur ligne offensive. Sinon, je reste sur ma position. Le gros besoin, c'était la défense anti-aérienne. A priori, ils ont fait le job sur la free agency pour cela. Souhaitons que ça fonctionne. Damien, quelque chose à ajouter ou pas? Non, je suis très d'accord avec ce qui a été dit. On a réveillé Damien de sa sieste. Notamment ça. Et c'est vrai que du coup, la prolongation de contrat de Yannick Ngakoue va être assez centrale pour les Bears. Parce que là, ils peuvent pas se permettre, je pense, de le perdre, à moins qu'ils recrutent quelqu'un d'autre. Mais on n'en trouve pas non plus partout. Des joueurs comme ça. On le trouve pas sous le sabot d'un cheval, ni même sous les griffes d'un ours. J'aurais envie de dire. Parlons un petit peu de la division de la NFC Nord, parce que on a dit que les Bears étaient peut-être armés pour faire une belle saison, soit, mais faut-il encore qu'ils se battent parmi leurs adversaires de division? Et on a une NFC Nord. Alors, il y a un vrai débat dans la rédaction de TFA, et Julien il va trancher parce que c'est lui qui connaît la NFC Nord. Moi, je trouve que la NFC Nord a le potentiel pour devenir l'une des divisions dominantes de la Ligue dans les prochaines saisons. On a quand même des Packers qui ont un avenir qui semble plutôt radieux. On a des Bears qui semblent plutôt bien construits à l'heure actuelle pour faire des choses. On a des Lions, on les a vus l'an dernier, et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Reste la question des Vikings. Mais sinon, moi je trouve qu'on a plutôt du talent. Et on m'a rétorqué, et c'est Romain, je crois, de la rédaction, et je le salue, qui m'a dit, oui, c'est une division très homogène, mais finalement pas si forte que ça. Alors toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? C'est une division forte ou pas, la NFC Nord? Elle est en reconstruction, en fait, hein, si on regarde bien. Pour les Vikings, pour Green Bay, avec Love. Le quarterback des Vikings, c'est qui le titulaire? Le nouveau maintenant. Oui. Et oui, qui c'est? Il y a JJ McCarthy qui a été drafté. C'est voilà. Pour l'instant. Il y a Nick Mullens et Sam Darnold en ancien. Ouais.
Elle commence peut-être un peu à vieillir. Bon, par contre, ils ont du lourd avec Justin Jefferson, mais je sais pas s'il boudait pas un peu. Alors, Justin Jefferson nous a dit, et c'est l'heure du coup de faire le point de Justin Jefferson. Nous saluons Justin Jefferson. Nous sommes donc le 8 mai 2024 et Justin Jefferson est toujours retenu prisonnier chez les Minnesota Vikings et nous le saluons une nouvelle fois comme nous le faisons maintenant depuis 2 mois à chaque podcast. Salut JJ, si tu nous écoutes, tiens bon, on vient venir te libérer un de ces jours. Justin Jefferson, sans blague mise à part, avait mis comme condition de sa prolongation qu'il fallait qu'il soit sûr d'avoir un quarterback de premier plan pour les années à venir et évidemment que le chéquier soit sorti et même peut-être 2 chéquiers, voire 3 chéquiers sortis d'un coup. Pour le quarterback de premier plan, il va devoir se contenter de Sam Darnold et JJ McCarthy. Voilà. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Ça va quand même. Oui, ça va. Non, mais ça va. Le problème, c'est que JJ McCarthy, sur le talent, ça va. Mais le problème, c'est est-ce qu'il va performer au NFL? C'est quand même un saut dans l'inconnu. Tu n'as pas de garantie. Donc... Oui, c'est sûr. Je comprends. Ouais. Donc, mais pour moi, c'est une upgrade à Kirk Cousins qui était en fin de course, on va dire. Ouais, mais avec Kirko, tu savais ce que tu avais pendant les 2-3 prochaines années. Tu vois, là, si jamais ça perce jamais, le pauvre Justin Jefferson, il se retrouve dans une franchise avec personne pour lui lancer le ballon. Donc, c'est vrai. Voilà. Et en plus, JJ McCarthy, c'est pas un quarterback qui lançait énormément à Michigan. Voilà, c'est pas Caleb Williams. Donc c'est vrai que c'est un autre style. Bon, ça, c'est pour dire qu'il faut que Justin Jefferson aille chez les Bears. Bon, c'est peu probable, là, on va pas se le cacher. Chez les Chargers. Chez les Chargers. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on a une division NFC Nord qui est quand même pas facilement lisible. Hein. C'est quand même, il y a du potentiel, mais est-ce que ça va percer? Alors, Seb, un mot sur la NFC Nord ou pas? Alors, ça dépend comment on prend la question. Est-ce que la NFC Nord... Prends-la comme je te la pose. Voilà, non, à mon avis, il y a 2 questions en une. Est-ce que la NFC Nord va être compétitive en son sein? Oui, sans aucun doute. Même si je pense que pour le moment, pour Chicago, la marche est encore un petit peu haute. On ne sait pas encore ce que va donner. Moi, je les sens bien comme... je pense que Détroit n'a pas l'intention de lâcher la poigne qu'ils ont mis sur la division la saison prochaine. Et Green Bay, ça s'est construit sur la longueur en cours de saison. Il n'y a pas de raison pour que ça se délite la saison prochaine. Donc, est-ce qu'elle va être compétitive en son sein? Oui. Est-ce que c'est une division forte? Je vais être un petit peu plus réservé là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que on peut faire le parallèle avec la FC Nord qui a en son sein 2, peut-être même 3 équipes qui peut rouler, en particulier une, sur absolument tous les autres clubs de la Ligue? J'en suis pas sûr. Mais c'est une division qu'il va falloir suivre très attentivement au regard de tout ce qui s'est passé la saison dernière et tout ce qui est en train de se passer et qu'on vient d'évoquer. Moi, j'ai dit que ce serait fort d'ici 1 ou 2 ans. Hein, mais c'est une belle construction, je trouve. Tu vois, par rapport à la NFC Sud, bon, c'est au-dessus. La NFC Est, t'as les Eagles, t'as les Cowboys. Mais est-ce que les autres franchises d'NFC Nord ont grand-chose à envier aux Commanders ou aux Giants en ce moment? Pas convaincu. Après, il reste la NFC West, quoi. Mais bon, je veux dire, en NFC, la NFC Nord, elle est loin d'être ridicule. Un avantage que vont avoir les Bears pour l'an prochain au sein de la division, c'est qu'ils vont croiser, comme leurs copains de division, évidemment, avec leurs rivaux de NFC Nord, donc les Packers, les Lions et les Vikings. Ils vont croiser avec la NFC West, donc les Cardinals, les 49ers, les Rams et les Seahawks, avec la FC Sud, les Colts, les Jaguars, les Texans et les Titans. C'est pas facile, hein, les croisements pour l'an prochain, parce que bon, t'as quand même la NFC West et la FC Sud où il y a quand même du potentiel chez certaines équipes. Mais ils vont aussi croiser avec les 4e de division de la FC Est, donc les Patriots, de la NFC Sud, donc les Panthers, et de la NFC Est, donc les Commanders. Là où les Lions, eux, vont devoir se farcir les Cowboys, en AFC Est, ça doit être les Dolphins, et en NFC Sud, ce sera les Buccaneers, mais bon, ça fait pas peur à grand monde. Mais tu vois, je veux dire, ils ont l'avantage de jouer les 4e de ces 3 divisions-là. Vaut quand même mieux se prendre les Commanders que les Eagles, quoi. Tu vois, je pense, hein, sur le papier, c'est un peu plus sympathique. Donc, ils partent avec un petit avantage de ce point de vue-là, non, Julien? Au niveau calendrier.
Le calendrier, je suis pas sûr qu'il soit si compliqué que ça. Après, vu ce qu'ils ont montré l'année dernière, les Eagles, faut voir. Bon, ils vont sans doute se relancer quand même. Mais au sein de la division, bon, on va essayer au moins de gagner un match cette fois-ci contre les Packers. Presque l'objectif numéro 1, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas gagné un. Et je pense que ça peut être jouable face à Love. Il faut voir s'il confirme à nouveau l'an prochain. Les Lions, c'est vrai que c'était une année un peu presque pas surprise, pas tant que ça, mais il faut voir s'ils gardent la flamme en eux avec leur coach et puis leur armada offensive, oui, c'est sûr. Et puis les Vikings, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient derrière tout le monde, et ils sont partis, à mon avis, possiblement pour. Oui, pour être un peu derrière tout le monde. Les amis, quelque chose à ajouter, Seb, Damien, sur cette NFC Nord ou sur les Bears de Chicago? Non, moi je trouve que c'est une division qui est toujours disputée, même si voilà, il y a beaucoup d'équipes qui étaient en difficulté. On sent que c'est une division où il y a toujours de la passion, où les rivalités sont quand même assez fortes. Et donc là, c'est vrai qu'en voyant les Bears dans le niveau va remonter, les Lions dans le niveau a remonté, et les Packers aussi, et les Vikings du coup, qui quand même une équipe globalement bien bâtie, on va avoir, je pense, de très très beaux affrontements. Et même si on en avait déjà qui étaient pas mal, alors que les équipes n'étaient pas incroyables. Alors, Seb, il tremble déjà avec les 49ers à l'idée de recevoir les Bears de Chicago. Je le sais, je le vois dans son regard. Il est affolé. Je le vois, tu vois. Il a déjà réservé ses places et le vol pour aller jusqu'à San Francisco. De toute façon, on est bien d'accord que c'est TFA qui paye. Donc... Alors, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille un jour férié. C'est pour ça que je travaille un jour férié, je suis payé double. C'est pour pouvoir me payer les places et le vol à San Francisco. Alors, j'ai une dernière question pour Julien sur les Bears de Chicago. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, comme on a vu à la draft, de te mettre un ours sur la tête? Tiens, on a vu des supporters avec un ours sur la tête. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Oui, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti ce soir. Après, je sais pas, vous m'avez pas dit là. On est qu'en audio ou en vidéo aussi? En audio, on n'a pas de vidéo, mais tu peux rejoindre une photo si tu veux. Il y a pas de sur les réseaux sociaux, ne manquez pas la tête d'ours. Remonter dans mon historique, et j'ai la tête d'ours, mais que certains, mes enfants ou des amis, voient plutôt comme une tête de loup-garou, donc je la sors pas tant que ça. Pourtant, elle est aussi poilue que celle d'un ours. Bon. Ce soir, non, j'ai pas trop voulu. C'est un mix entre un loup et puis l'ancien, où devait être un peu de ma génération, je pense. Sauf Damien, il a 15 ans, mais les autres, ils sont pas. Ouais, du nounours, de Bonne Nuit les Petits. Mais j'étais quand même. Je l'ai connu, mais moi j'étais encore quand même petit. C'était plus la génération de mon frangin en fait. Bon, bref. C'est un mix, c'est un masque bizarre. Bon, bref. Ouais, si ça se passe bien l'an prochain, je la sortirai plus souvent. Voilà. Et je fêterai peut-être les victoires des Bears avec ce masque d'ours, surtout contre les Packers. Vraiment. On a hâte d'avoir un match de Thanksgiving entre les Lions et les Bears cette saison, où on invite Julien dans notre live de Thanksgiving avec sa tête d'ours. Ce serait, je pense qu'on va craquer les scores sur Twitch avec ça. Faudra voir. Hein. Faudra voir au niveau résultat si on n'est pas trop mal. Hein. Si on n'a pas été trop ridicule, pourquoi pas. Par contre, si on a planté encore des matchs à la con, je la sortirai pas. Je serai pas d'humeur. Et je vais me mouiller, Flav. Tu sais quoi? Je te dis quelque chose aujourd'hui, vous pouvez le noter. Si les Bears ont un meilleur bilan que les Vikings à la fin de la saison, je viendrai avec un chapeau avec un ours sur la tête. C'est voté. Voilà, c'est le défi. Alors contre les Vikings, c'est jouable. Franchement, il aurait pu prendre les Lions. C'est pour ça. C'est mon pronostic personnel. Ouais. C'est pour ça que je m'engage. Voilà, c'est bien. Ça, c'est beau. Bravo. Tu vois, il aurait pu pas prendre de risque en disant que si les Bears font mieux que les Chiefs, voilà. Que les Falcons. Non, bah là, je pouvais déjà te commander la tête d'ours. Non, j'ai dit qu'il fallait que je sois gentil avec les Falcons. Je suis gentil avec les Falcons. Bon, les amis, est-ce que tu veux rester avec nous, Julien, pour la suite, ou est-ce que tu es appelé à d'autres obligations? On va parler j'ai plaisir à vous écouter et à partager avec vous. Donc, oui, je veux.
reste avec nous, ça nous fait plaisir. On va parler un peu d'Odell Beckham Jr. Ah, Odell Beckham Jr., cette personne dont toute la rédaction de TFA est fan, puisqu'on n'a que des fans des Giants, et qui se rappelle que de la réception d'Odell Beckham Jr. d'il y a maintenant 38 ans. Et ça doit être Eli Manning qui lui a lancé le ballon, je crois. C'est absolument terrible. Mais oui, en plus, oui. C'était il y a 38 ans. Et donc, ils sont tous comme des fous dès qu'Odell Beckham Jr. signe quelque part. Donc, nous sommes obligés de parler d'Odell Beckham Jr. Nous allons donc en parler. OBJ qui a donc signé officiellement ce mercredi chez les Dolphins de Miami. Seb, un avis rapidement. Odell Beckham Jr., il peut encore être utile ou il est déjà fini? On va y aller clairement parce que bon, sur les réseaux sociaux, on a tout vu, les gens super contents. Ouais, OBJ, ça va booster notre attaque. Et des gens qui disent non, mais le mec, il est rincé depuis 10 ans. C'est un mercenaire qui est rincé. Donc, il est quoi, OBJ? Alors, moi, je pense que ça peut être un numéro 3 ou un numéro 4 utile. La saison dernière. Attends, je te coupe. J'aurais dû poser cette question à Damien, il m'aurait dit ça dépend. Bon, bah, vas-y, maintenant. J'ai piqué la catchphrase, ça dépend. Non. Plus sérieusement, la saison dernière, c'est 35 réceptions, 565 yards, 3 touchdowns. Alors, on pourrait gloser pour dire que c'est pas terrible. C'est quand même sa meilleure saison depuis 2020. Moi, je pense encore moins terrible. Moi, je pense que ça peut faire un numéro 3, un numéro 4 utile. Mais Odell Beckham Jr. va booster notre attaque. Non, sérieusement, les gars. Qui est un receveur de plus du calibre de ce qu'il a été pour compléter, soulager un petit peu Tyreek Hill et Jalen Waddle, pourquoi pas, mais c'est plus un joueur malheureusement qui va faire pencher la balance. Il arrive ça va être sa 10e saison, je crois, dans la ligue. Il a eu une blessure terrible il y a quelques années. C'est déjà un petit peu miraculeux qu'il puisse encore jouer à ce niveau-là, mais non, c'est pas. Je pense pas qu'il ait un poids dans l'attaque de Miami, qui est déjà une machine très 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 bien huilée. Voilà, c'est un roi. Les Broncos. Voilà, bonjour à Vince et aux fans des Broncos. C'est sur le petit coucou de circonstance qui fait plaisir. Voilà, ça va être un rouage de plus qui aura sûrement un rôle très limité, mais un rôle à jouer, mais qui va booster l'attaque. Non, certainement pas. Damien, est-ce que c'est un bon remplaçant en cas de... parce que ça peut toujours arriver en cas de pépin pour Tyreek Hill ou pour Jalen Waddle par exemple? Bah, faudrait que lui n'ait pas de pépin, donc ça c'est un peu le problème. Alors déjà, en y pensant, c'est pas ouf de l'avoir fait signer dans une franchise où il y a plein de bateaux. Ouais, j'avoue. Tu vois, déjà, on aurait pu l'envoyer au Tennessee ou un truc où il y avait moins de risques. Voilà, très, très, très important pour les joueurs des Dolphins, n'allez pas faire du bateau avec Odell Beckham Jr. Il faut pas. Moi, si vous n'avez pas compris la référence, vous irez taper sur Google Odell Beckham Jr. bateau. Vous trouverez très vite pourquoi. Vous comprendrez vite pourquoi. Les fans des Giants comprendront aussi pourquoi. La bise à eux aussi. Ouais. Donc, Damien, j'en reviens à ma question. Est-ce que ça peut être un bon supplément quand même? Ça peut être un bon supplément. Et franchement, c'est vrai que j'essaie de repenser à quand il est arrivé chez les Rams. Bon, c'était il y a quelques années maintenant. Mais il n'avait pas été incroyable en saison régulière. Je crois qu'il s'était blessé d'ailleurs et il n'avait pas apporté grand-chose. Par contre, il avait été vraiment très important en playoff et dans la quête pour le Super Bowl. Le jour du Super Bowl, c'était au Super Bowl qu'il s'était blessé, si je ne dis pas de bêtises. Aussi, ouais, mais il avait quand même été important en playoff. Mais oui, tu as raison, il s'était reblessé au Super Bowl. Donc c'est vrai que c'était une saison remplie de blessures. Voilà, après, voilà, comme tu l'as dit, Seb, les Dolphins ne sont pas dans une situation non plus ultra catastrophique au poste de receveur. Ils ont ce qu'il faut. Ça peut être un 3e homme. S'il arrive à pas se blesser, c'est pas le joueur qui a la meilleure éthique de travail non plus. Donc Miami, bon, voilà, il y a, comme tu l'as dit aussi, Fla, voilà, c'est peut-être mieux le Tennessee ou ce genre de truc. Mais il peut. Salut les fans des Titans. Voilà, on s'ennuie, mais oui, il peut. Bon, il y a pas de franchise à Salt Lake City, mais alors là, voilà, on aurait été tranquille. Mais il peut, on va dire, oui, je pense peut-être en playoff, ça peut être intéressant. Ouais. Odell Beckham chez les Mormons, ça fait presque les 5 ans au Congo. Il l'aurait calmé peut-être, écoute. Voilà. Pourquoi pas. Julien, au budget à Chicago, tu le prenais, toi? Non.
Merci. Non, non. Oh la pitié, ouais. Oh le cauchemar. Il n'était pas sur les tablettes. Bon, après, à Miami, il faut voir avec quel état d'esprit il va venir. Le vestiaire, ça compte aussi chez les joueurs, donc faudrait pas qu'il fasse sa diva, qu'il s'embrouille avec la concurrence que vous avez évoquée. C'est important. Faut tenir compte de ce paramètre. Oui, bien évidemment. Est-ce que Après, il a expérience, ça, on peut pas lui enlever. Mais bon, c'est certain, il a de l'expérience. Est-ce que Seb, toi, pour toi, les Dolphins à l'heure actuelle, c'est la meilleure attaque, ne serait-ce que sur le corps de receveur de la ligue? En tout cas, ça s'en rapproche. Quelques chiffres de la saison dernière. Deuxième en scoring avec 29,2 points par match. Première en total yards, 6822 yards. Première à la passe, 6e au sol. Au niveau des skills players, ça n'a pas beaucoup bougé. Je veux dire, Mostert est toujours là. Devon Achane est toujours là. Il y a 2 receveurs à milliards ou plus avec Waddle et Hill. Sur le papier, cette attaque-là, elle fait peur. Les doutes qu'on pouvait avoir la saison passée autour de la santé de leur quarterback, de Tua Tagovailoa, ils ont quand même été largement balayés par les performances de la saison dernière. Ils ont encore une marche à franchir pour être une équipe vraiment redoutable, parce que quand on regarde leur bilan, qui est certes flatteur pour eux, 11 victoires et 6 défaites. Sur les 6 défaites, il y en a une un petit peu, inexplicable contre Tennessee, certes, mais les autres, c'est 2 fois contre Buffalo, c'est contre Philadelphie, c'est contre Kansas City, c'est contre Baltimore. C'est-à-dire que contre les grosses écuries, ça gagne pas. Et le problème de ce club, pour le moment, il est là. Justement, c'est ça, Damien, c'est là-dessus que je voulais en venir. Est-ce que OBJ peut pas aussi amener cette expérience-là contre les grosses équipes? Est-ce que tout simplement, OBJ peut pas servir aux Dolphins à leur faire passer ce petit cap? On les a vus perdre en playoff contre les Chiefs cette année, dès le premier tour. Est-ce que il peut pas amener son expérience pour les aider à passer un cap? Ouais, ça va jouer, c'est sûr. C'est sûr. En plus, il retrouve du coup Jalen Ramsey, avec qui il a gagné le Super Bowl avec les Rams. Mais du coup, les deux d'ailleurs se sont félicités de se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est sympa. Je pense que ça va jouer. Ça peut. Je suis pas ultra convaincu. Déjà, je suis toujours pas ultra convaincu par Tua Tagovailoa. Il en faudra plus pour moi pour que je sois convaincu à 100%. J'ai jamais été dans le bandwagon déjà à Alabama, et je le suis toujours pas. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, mais c'est à côté des autres quarterbacks, particulièrement en AFC. Pour moi, il y a un gap qui est monumental. Mais donc oui, ça peut. Je pense Tim que ça peut. Boyle. Oui. Tim Boyle, par exemple, bien sûr. Comment? Bon, malheureusement, Ben DiNucci ne sera plus là chez les Broncos. Alors, on va faire justement comment dire, la passation jusqu'au moulin à rumeurs, et on va commencer le moulin à rumeurs par une info qu'on n'avait pas prévue dans le programme, mais ça nous est tombé dessus. Mais alors, comme une pluie tombe sur une mamie qui va chercher le pain, quoi, ça nous est tombé dessus ce mercredi après-midi. Ben DiNucci a été coupé par les Broncos de Denver. Que penses-tu de cette nouvelle incroyable, Seb? Bien écoute, Ben DiNucci, il était là, et puis il est plus là, et puis voilà. C'est à peu près ce que j'en pense. Il est parti rejoindre Tim Boyle à la NPE des quarterbacks. Alors, est-ce que ça va alléger un petit peu ce vent de déprime qui souffle sur la QB room des Broncos depuis quelques semaines? Je ne sais pas, mais on va dire ça n'empire pas la situation, mais je suis pas sûr que ça l'améliore non plus pour eux sur ce point. Salut petit Ben, parti trop tôt. Voilà, parti trop tôt. Non, alors Ben DiNucci, qui avait fait d'ailleurs, et là blague mise à part, une très très bonne saison l'an dernier en XFL. Il avait été excellent en XFL. Bon, après, de là à passer le gap en NFL, ça aurait été un autre problème. Alors, on va revenir à un cas un peu plus sérieux, avec le cas Brandon Ayuk et Deebo Samuel. Seb, ça concerne ta franchise. On a eu beaucoup de rumeurs de trade, rumeurs de départ des deux receveurs de San Francisco, et finalement, on semble se diriger vers un statu quo, c'est-à-dire que les deux resteraient là. Alors, c'est vrai que le moulin à rumeurs, en l'occurrence, Il a tourné.
de Deebo Samuel, il a tourné méchamment. Il a beaucoup tourné dans les semaines, les jours qui ont précédé la draft, où il se disait que très certainement que les 49ers pourraient essayer de trade up en mettant Brandon Ayuk dans la balance. Semble-t-il, ça n'a pas eu lieu. Juste pour rappeler un petit peu les faits, Brandon Ayuk, il va entrer dans sa dernière année de contrat rookie. Il demande une extension de contrat, qui est tout à fait légitime, mais lui et le club n'arrivent pas à se mettre d'accord pour le moment. Ensuite, on est parti sur cette option trade de Deebo Samuel pour tenter de libérer de la masse salariale pour justement offrir cette extension à Ayuk. Ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas encore produit du moins non plus. Pour John Lynch et Mike Shanahan, la ligne, elle est parfaitement claire. Elle est aussi claire qu'une montagne de goudron, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trade, sauf s'il y a une offre très intéressante. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Il semblerait qu'il y ait eu des contacts avant la draft pour trade-up, mais que les Niners demandaient un first round pour Brandon Ayuk et qu'il n'y avait pas de franchise, du moins cette saison, qui était prête à faire cette concession pour ce joueur. Il est intéressant de voir que lors de la draft, justement, les Niners ont drafté 2 receveurs. Ricky Pearsall de UCLA au premier tour. Et puis, son nom va me revenir, Jacob Cowing, voilà, au quatrième tour, qui vient d'Arizona. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir tout dire et rien dire. Est-ce qu'on se prépare au départ de l'un des deux? Dans ce cas, ça voudrait dire que Pearsall aurait beaucoup de temps de jeu très vite et qu'on estime qu'il est prêt. Est-ce qu'on va rester sur ce statu quo? Et dans ce cas, Pearsall va devoir ronger un petit peu son frein, mais il restera un apport très intéressant. Et puis, il va aussi à un moment entrer dans l'équation la prolongation de Brock Purdy. À un moment, il va falloir le payer aussi, ce jeune homme. Sinon, je dirais rechercher quelqu'un en 259e position. On ira chercher le dernier des derniers de la draft et puis on en fera une la mer à boire. C'est bon, maintenant, c'est la politique maison. Qu'est-ce qu'on s'enquiquine avec des first round là? Vous le payez $2 et un paquet de Pims, et puis il va rester 5 Voilà, ans. ouais. C'est ce qu'on paye Brock Purdy actuellement. Oui, il a l'air pas gratuit. Rapport qualité-prix, je pense que vous êtes pas mal. Là, on est bien. Sur celui-là, on est très très bien. Mais voilà, cette question-là, elle va rentrer en jeu. Pour 2024, le cap des Niners, il est que de 6,3 millions. Ça va être un petit peu juste. Et puis, il y a aussi une question diplomatique. Si là, on propose une extension à Brandon Ayuk, c'est quoi le signal donné à Deebo Samuel, qui est un petit peu plus âgé, qui est loin d'être à la retraite, mais il a quand même 2 ans de plus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que juste le salary cap de chacun des joueurs que j'ai cités, et que ça va être un équilibre très, très complexe à trouver. Et mon petit grain de sel, c'est que sur la saison 2024, il n'y a peut-être pas grand-chose qui va bouger dans l'immédiat. Si jamais tu veux des conseils sur comment gérer un cap space complètement pourri, n'hésite pas à appeler du côté de la Louisiane. On sait que vous connaissez, les gars. On devrait avoir 2-3 petits conseils à vous donner. Bon, on menera ça contre je sais pas quoi, parce qu'à la rigueur, on est déjà prévu de vous recevoir pour le Super Bowl l'an prochain. Donc, on aurait notre bande touche, si tu veux. Voilà. Touche les Saints. Voilà, on va pouvoir toujours faire un peu. Toi, Damien, qui a écrit un article d'ailleurs, et je vous renvoie tous à aller lire l'article de Damien sur The Free Agent, sur le cas justement Brandon Ayuk, tu penses qu'ils ont demandé trop cher, les 49ers? C'est possible, c'est tombé dans la nuit, pendant mon astreinte de nuit sur The Free Agent. Et du coup, j'avoue que avec Damien. Et du coup, j'ai été vraiment très intéressé par ce sujet, parce que c'est vrai que un choix de premier tour pour un joueur qui est quand même dans les top 10 receveurs de la draft, ça me semble pas fou. Mais pour moi, le vrai souci dans tout ça, mais pourquoi je veux bien le cap space, mais là, il y a, au bout d'un moment, voilà, on connaît les Saints, on en fait de la place, c'est pas grave. Ils font toujours ça. Même s'il y en a plus, il y en a encore, c'est pas grave. Pourquoi se mettre dans cette situation-là alors que les 49ers sont un contender?
Parce que c'est pareil de Brandon Ayuk et de Deebo Samuel, qui sont 2 receveurs qui ont une production offensive qui a été excellente la saison passée et qui sera très dur à remplacer. Parce que Deebo Samuel, c'est un receveur d'expérience et Brandon Ayuk, c'est quand même un joueur qui a un ceiling quand même assez élevé, qui est le receveur numéro 1 de la franchise, et j'arrive pas à comprendre. Et je pense pas que, à moins de choisir dans le top 15, allez, de la draft, ça aurait été impossible de trouver un joueur du calibre de Brandon Ayuk. Donc ça me paraît vraiment fou, je trouve, pas de demander un choix de premier tour parce que ça a été fait pour AJ Brown, qui est largement équivalent à Brandon Ayuk pour moi, mais d'être prêt à s'en séparer, de se mettre dans cette situation-là, en fait. Pour moi, elle ne devrait pas avoir lieu, cette situation. Ouais. Julien, est-ce que pour toi, tiens, question plus générale sur les 49ers, est-ce que pour toi, les 49ers sont la meilleure équipe de NFC? À Chicago sous la pluie, non. Avec Filt. C'était un des grands moments de la saison dernière. Bon, bah, ça a fait pchit. Mais en NFC, bah oui, comme l'a dit. Merde, mes lunettes sont pas assez. Oui, Damien, excuse-moi. C'est un contender en NFC. J'adore cette équipe. Et oui, c'est une belle équipe. Voilà, c'est une belle équipe. Tu vois, t'es content, hein, Seb, hein, t'as bien fait de venir. Je suis satisfait de la réponse. T'es même plus les Bears, tu vois. Non, puis j'ai une anecdote des 49ers. Je les avais vus jouer à Candlestick Park à l'époque. Quand j'avais fait, ça devait être en 92, 93, 1900. Pas 1800. Avant pas 1800. Malgré mon âge avancé, et c'était l'époque Steve Young, et c'était un match de pré-saison contre les Chargers de je sais plus qui. Et ouais, j'ai toujours eu une affection pour cette équipe. Hein. Bon, pour ce qu'elle représente, c'est San Francisco, la Californie. Il y a un ours sur le drapeau de la Californie, décidément, ça nous fait pas mal de points communs. De toute façon, j'ai toujours été très orienté NFC. Et comme je l'avais dit à d'autres camarades de la communauté NFL, les 49ers, c'était une équipe, oui, qui me plaisait beaucoup. Donc, si les Bears ne vont... on pourrait les rencontrer finalement, mais j'ai toujours aimé cette équipe de l'époque de Joe Montana, Jerry Rice. J'ai vu ces matchs, j'ai commencé la NFL un peu avec eux. Donc c'est une équipe qui me paie pas mal, ouais. J'ai une certaine attirance aussi pour eux, ouais. Bon, c'est Chicago mon équipe, mais San Francisco j'aime. Mais je peux comprendre, tu vois, parce que j'ai commencé aussi la NFL avec les 49ers pour le coup, parce que... Ouais. Mais toi, c'était Brock Purdy. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement, cette année. Mais qu'est-ce que t'es allé aux Chargers? Mais c'est pas possible, Damien. Je vais t'expliquer, je vais vous raconter ma vie. T'as intérêt à t'expliquer, ouais, garçon. J'étais dans la même fac qu'Alex Smith, du coup, à Utah. Et ma famille vivait à Salt Lake City, du coup je suivais Alex Smith, un des premiers joueurs que j'ai suivi. D'accord, ok. Et du coup, avec les 49ers, voilà, du coup, après ça a changé, mais c'est vrai que j'ai du coup, et après Colin Kaepernick évidemment, et puis tout ce que ça représente pour le sport et société. Voilà. Et ben, c'était une belle tranche de vie qui n'était pas prévue, mais continuons à faire tourner ce moulin à rumeurs. Non, mais c'était très, 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 très intéressant. Mais c'est vrai que les 49ers, ça a bercé des générations et des générations et surtout la nôtre. Enfin, je parle de Julien, moi et Seb, on doit être à peu près de la même. Et franchement, c'est tous ceux qui ont découvert la NFL dans les années 90. Il y a les Cowboys, il y a les 49ers. Voilà, ça fait partie des franchises. Bon, moi, c'est les Saints. J'ai attendu Katrina pour m'y mettre. Non, voilà, ça fait partie du truc. Tiens, en parlant des Saints, aucun rapport. JJ Watt pourrait sortir de sa retraite. Alors, pourquoi je pense aux Saints? Parce que j'ai fait une petite blague la dernière fois en disant, après Tom Brady qui dit qu'il va peut-être revenir après JJ Watt, l'an prochain, ce sera peut-être Drew Brees. Donc, JJ Watt qui a dit qu'il pourrait sortir de sa retraite. Alors, on va le citer sa phrase complète. Il a dit: si jamais Demeco Ryans a un besoin impératif de m'avoir, de me rappeler, je me tiendrai prêt à revenir jouer pour les Texans. Ce à quoi Demeco Ryan lui a répondu: ton numéro est toujours dans le vestiaire, ne t'inquiète pas, si jamais on a besoin, on manquera pas de te rappeler. Simple coup de com', Seb, ou vraiment il y a une chance que JJ Watt revienne?
À force, je sais plus quoi penser de ces joueurs retraités qui disent au bout de 2 ans qu'ils vont revenir. Faut mettre la retraite à 65 ans. Je suis désolé, mais Ouais, bon, enfin, ils reviendront J.J. pas, les Watt, mecs. J.J. Watt, ça a été un joueur immense. Il a eu la chance de sortir de la ligue sans trop de dégâts. Disons qu'il il tient encore debout, quoi. Pourquoi? Je comprends pas, d'autant que Houston, ils ont récupéré Daniel Hunter, ils ont Will Anderson Jr. Mais c'est en cas de blessure, c'est si les deux se blessent. Voilà. Moi, je suis pas sûr de la pertinence de ce commentaire. J.J. Watt, c'est quelqu'un en plus que j'aime bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de droit. Donc, je pense vraiment que ça vient du cœur. Je n'ose pas imaginer que ce soit de la pure communication cynique comme d'autres. Hein. Voilà, on a vu Terrell Owens l'autre jour qui nous disait qu'il voulait jouer avec son fils. J'ai l'impression que les types sont prêts à raconter n'importe quoi pour qu'on parle d'eux. Mais en l'occurrence, pour J.J. Watt, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il a l'habitude de faire. Je sais pas quoi faire de cette déclaration. Allez, on va dire que c'est une belle déclaration d'amour à un ancien joueur, à son ancien club, et je préfère en rester là. Damien, apparemment, c'était une déclaration qui, qu'elle a réactualisée là il y a cette semaine, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà dit à Demeco Ryans avant le début de la saison 2023. Donc toute la saison dernière, il y avait eu cette possibilité-là. Donc ce qui voudrait dire que vraiment, s'il n'y a pas une possibilité très forte qu'il y ait un besoin impérieux, il y a peu de chances quand même qu'ils reviennent. Est-ce que pour toi, c'est possible qu'ils reviennent, ne serait-ce qu'au niveau physique, parce que ça demande quand même un impact important. Il n'aura pas joué depuis quasiment 1 an et demi. C'est quand même, ça me semble quand même assez difficile à croire, non? C'est vrai, je rejoins Seb sur tout ce qu'il a dit, je suis vraiment très d'accord avec lui. Moi aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur de devoir en fait, J.J. Watt. C'est vraiment quelqu'un qui est. Et il a dit qu'il ne reviendrait qu'avec les Texans, de toute façon. Il n'y a que pour eux que ça vaut. Hein. Donc voilà, je pense qu'il dit ça dans un petit peu aussi, par nostalgie probablement, parce qu'on raccroche pas les crampons comme ça du jour au lendemain et puis on passe à autre chose, c'est pas possible. Quand on est un joueur comme J.J. Watt, il a porté sur ses épaules quand même la franchise des Texans, il les a amenés quand même assez loin. Donc je pense que ça serait vraiment en cas d'extrême urgence, si jamais il y avait ce trou terrible. Maintenant, toujours sur le physique, j'aurais souvent un peu la même réponse. Et cette fois-ci, c'est pas ça dépend. C'est que ces mecs-là, c'est tellement des grands professionnels qui ont une éthique de travail absolument impeccable. Je pense pas, que J.J. Watt ait arrêté de se maintenir en forme. Après, être en forme physiquement et être en forme pour jouer en NFL, c'est deux choses différentes. Mais je pense quand même, j'imagine qu'il se maintient en forme. Encore une fois, je pense pas qu'ils sont en mode barbecue, bière, tranquille, et puis ils se laissent aller. Ça m'étonnerait, franchement, je serais très surpris. Julien, toi, Tom Brady, J.J. Watt, est-ce qu'il y en a un que tu vois vraiment revenir? Ils occupent 2 postes différents. Brady, un espèce de retour. Bon, ça pourrait peut-être être un peu plus confortable pour lui. Pour J.J. Watt, je regardais, il a 35 ans. Lui, c'est un poste exposé, donc pour amener de l'expérience à nouveau. Bon, là, on enfonce des portes ouvertes, mais faut voir. Bon, après, l'éthique de travail, ça peut le maintenir en vie, on va dire, dans cette ligue-là, plus que Rob Gronkowski, peut-être, qui lui n'en avait pas des masses, mais il joue plus définitivement, lui, si je ne m'abuse. C'est un pari, mais on parle de joueurs quand même, comme Obeji, qu'on 30, 32, 35, ils sont en gros, ils sont c'est normalement c'est cuit quoi. Si c'est pour qu'ils s'explosent sur une dernière saison qui sera pas spécialement valorisante, faut savoir aussi sortir quoi. Par la bonne porte comme ils l'ont fait. Donc je sais pas si c'est bien nécessaire un retour et ce qu'il pourrait apporter en dehors de de l'éthique de travail, de l'expérience, la droiture, tout ça, ouais d'accord, mais après sur le terrain il y a un réservoir de jeunes talentueux qui sont là et qui doivent y rester, je sais pas. Bon bref, mais s'il revient tant mieux parce que oui, c'est un beau joueur quoi, c'est sûr.
On va avoir des retours de joueurs. Seb, tu veux qui revienne chez les 49ers? T'as un mec que... faut laisser les J'aime bien recruter, l'énerver, alors. je vais l'énerver. Ah ouais, non, faut Kaepernick, laisser... voilà. Ouais. Oh, bah oui. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement. Moi, il dit ça il y a 5-7 ans, je vous aurais dit Ouais. oui. Mais là, c'est trop tard. Déjà, il y a 4 ans, ça commence à devenir un petit peu... Non, je vais pas dire ridicule dans son cas, parce qu'on est sur un autre problème avec Colin Kaepernick. Mais disons, il était resté éloigné du jeu trop longtemps. Non, quand après, je comprends, c'est compliqué pour eux de raccrocher, de passer à autre chose. Il y a peut-être aussi une question à se poser sur l'après pour ces joueurs. Pourtant, il semble que la NFL fasse ce qu'il faut, du moins prétend faire ce qu'il faut pour leur reconversion, même avant même que l'heure de la retraite ne sonne. C'est peut-être une question qui mérite d'être posée là quand on voit ces ex qui veulent revenir. Et c'est jamais bon de se remettre avec son ex. Voilà, sachez-le. C'était le petit conseil love. Après le conseil gastronomie. Mais j'ai une question pour toi, Flav. Si ouais. demain Drew Brees sortait de la retraite et qu'il Il le fera disait, pas. non, mais si je le faisais et qu'il disait, je veux être le Quelqu'un quarterback des d'intelligent, Saints. Drew. Quelqu'un d'intelligent, Drew. C'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais franchement, tu le prendrais pas chez les Saints? Non, parce que franchement, sur le chat de Drew Brees, il a reconnu lui-même que de toute façon, physiquement parlant, il était rincé, qu'il pouvait plus, tu vois, donc... en plus dans la situation, si tu le mets vraiment là dans la situation, il appelle demain en disant je veux revenir, t'as un Derek Carr à payer, tu viens de drafter un quarterback, franchement non. Bien sûr, je comprends. Avec tout le respect et l'immense admiration que j'ai pour Drew, donc je pense qu'il est très bien comme journaliste à la télé, il est très souvent dans les facilities des Saints de Nouvelle-Orléans, je sais qu'il a beaucoup discuté avec Derek Carr pendant cette intersaison, mais voilà, ça reste quelqu'un qui, je pense, aime réellement la Nouvelle-Orléans et qui, même pour le bien des Saints, ne le ferait pas. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur... vraiment qu'on soit réduit à aller chercher, tu vois, un mec de 18 ans au lycée pour qu'il gagne revenir. Mais sinon, je pense qu'il ne le fera pas. C'est vrai que c'est un joueur intelligent qui s'est toujours démarqué par son attitude impeccable quand même sur le terrain et son état d'esprit. Donc, voilà. Je pense que ce sera pas fait. Bon, en parlant de petits vieux qui veulent revenir, Tom Brady. Encore la transition. Damien m'a précédé. Encore? C'est pas possible. Toutes les semaines, il va y avoir un truc. On n'a pas parlé du Deflategate, le fameux, puisqu'il a été sur Netflix, hein, c'est ça l'émission de Netflix, notre ami Tom Brady, et il a fait une déclaration disant, alors tu l'as la déclaration, Damien, je ne l'ai plus en tête exactement. De mémoire, c'était... Roger Goodell a dépensé 20 millions de dollars pour savoir si j'avais dégonflé des ballons, il aurait été plus vite de me les donner directement et j'aurais dit que je l'avais fait. En gros, c'est quelque chose de ce genre-là. Ouais, c'est ça. Hein. Vraie révélation ou c'est juste c'était pour la blague? C'est une émission qui se veut un peu humoristique où il y a des surprises, où il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il a dit ça pour rigoler ou est-ce que finalement, sous couvert, il nous a fait ce qu'on appelle un faux lol dans le discours, tu sais, des jeunes, pas si jeunes, hein, mais tu sais, c'est le fameux truc où tu dis quelque chose à quelqu'un en faisant semblant de rigoler et puis tu vois si ça passe ou pas, tu vois. Est-ce qu'il nous a fait ce coup-là, Damien, Tom Brady? Ouais, c'est marrant parce que quand j'ai commencé la NFL, j'étais un ado, etc. Je détestais Tom Brady, vraiment. Hier, du coup. Voilà, c'est ça, il y a 2-3 ans. Je détestais vraiment de toutes mes forces, je détestais Tom Brady. Avec le temps, j'ai appris à l'aimer, à le respecter. Franchement, j'ai pas regardé The Roast of Tom Brady sur Netflix, mais du peu que j'en ai entendu, vraiment, ça a renforcé ma haine. Entre les blagues sur son ex-femme, les blagues sur Aaron Hernandez, et alors avec ça, c'est lamentable. Vraiment, c'est lamentable. J'ai pas d'autres mots. Je pense que, de toute façon, la question ne se pose pas. Il l'a fait. Je vois pas. On sait qu'il l'a fait, ce Deflategate. Voilà, c'est lamentable. Vraiment, j'ai trouvé ça. Mais pour moi, il avait perdu le peu de respect qu'il avait gagné en allant chercher un Super Bowl avec les Buccaneers, en étant un patron sur le terrain, en faisant ce genre de trucs ridicules, quoi. Ouais. Moi, il a regagné plein de respect le jour où on l'a maintenu à 0 points dans un match. Bon, là, je me suis dit, ouais, je l'aime bien finalement, Tommy. J'aime bien qu'il soit dans ma division, tu vois.
Seb, toi, tu t'en fiches pas, tu t'en tamponnes comme de l'an 40, j'ai l'impression de cette affaire. Alors, faut remettre le contexte, effectivement, c'était dans ce que les Ricains appellent un roast. Voilà, c'est un show. Il faut pas le prendre pour autre chose. C'est un show, c'est un spectacle. Et en très gros, ce qu'il a dit, moi, si je traduis, c'est donnez-moi 20 millions de dollars et je vous dirai que j'ai fait le Deflategate. Ça veut pas dire que j'ai fait le Deflategate. Moi, je pense qu'il l'a fait, hein, de toute façon, tout comme Damien. Les roasts, c'est un exercice qui est beaucoup trop américain pour moi. Hein. L'humour ricain, c'est quand même quelque chose d'assez particulier auquel je suis plus ou moins sensible. Là, je pense que c'est juste une blague de mauvais goût. Enfin, une de plus dans le chapelet qu'il y a eu lors de cette soirée, que je n'ai pas regardé. Hein. J'ai vu que ce qui a filtré sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas masochiste au point de m'infliger le roast de Tom Brady. Non, moi je pense qu'il faut pas le prendre pour argent comptant. C'était une blague très certainement écrite à l'avance lors d'un show télévisé. Point. Et ça fait parler parce que c'est Tom Brady et que Tom Brady aime beaucoup faire parler de Tom Brady. La preuve, ça fait 2 semaines de suite qu'on parle d'un type de plus de 40 ans qui est à la retraite. Mais tu sais que nous, faut arrêter. C'est juste pour des questions d'audience. Je dis pour rien si les chiffres montent à chaque fois qu'on parle de Tom Brady, c'est pas de ma faute. Je peux plus faire ça. Je peux plus. Même payer double un jour férié. Je continue. Donc on rappelle que tu es donc payé 4 pépitos aujourd'hui, ce qui est quand même alors je raccroche toujours l'actualité aux Bears de Chicago pour Julien, parce que je sais que ça lui fait plaisir. Julien, si jamais on dégonfle les ballons et qu'on joue sous la pluie, est-ce que les Bears peuvent gagner le Super Bowl? Super Bowl qui aura peut-être à Chicago à l'avenir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on devrait avoir un super stade. Il y a un nouveau stade. Eh bien oui, parlons-en du nouveau stade, vas-y. On va avoir un beau stade. Oui, pour finir sur Tom Brady, c'est un malin. Comme il l'a été dans le jeu, on ne pourra pas lui enlever ça. Ça reste quand même un des GOAT de ce sport. C'est vrai que comme Damien, on ne sait pas qui détester le plus entre lui et son alter ego, Belichick, le binôme vraiment indissociable. Après, il ne faudra pas s'arrêter sur cet épisode-là, parce que tout ce qu'il a fait à côté d'autres, est quand même extraordinaire, quoi. Donc après, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est un show. Ils sont à vie mariés avec la NFL, ces gars-là, et c'est un peu de la provoque. Donc on s'en fout un peu, à vrai dire, mais ça n'enlèvera rien à son talent, et c'est moi qui dis ça alors que je suis pas spécialement in love avec lui. Bref. Il faudrait pas qu'il vieillisse mal, le Tommy. Ah, par contre, oui, ça c'est vrai, c'est une question qui peut se poser. Après, il n'en est pas à faire des gros dérapages. Non. C'est de la provoque, pourquoi pas. Mais bon. Le nouveau stade de Chicago, oui, magnifique. C'est une espèce de copier-coller de la Legend Stadium de Las Vegas. Hein. Oui. C'est ce qui ressort. Sans la torche. Ou alors la torche, la flamme olympique, non d'aujourd'hui. Ils ont une belle torche chez la Legend Stadium de Las Vegas. Bon, là, chez les Bears, ils ont mis un ours. Bon, ce sera bien aussi. Hein. Ça sera sympa. Ouais, je sais pas. Ce sera sympa. Les ours. Mais bon. Alors, la torche de Las Vegas, de la Legend Stadium, est le plus grand objet imprimé en 3D au monde. Voilà. C'est pour le petit instant culture. Voilà. C'est le plus grand objet parce qu'il a été imprimé entièrement en 3D. Donc cette torche pour la famille Davis est donc allumée à chaque match des Raiders de Las Vegas. Bon bref, ça c'était pour le petit supplément en plus. Hein, ça fait plaisir. Mais tiens d'ailleurs en parlant de ça, les Bears du coup auraient un stade couvert. On est bien d'accord. T'es pour ou contre toi Julien qu'on couvre tous les stades de NFL? En fait, on se restructure de partout. En gros, même le stade, qui est quand même, j'y suis allé, qui est mythique. Hein. On était parti sur les bases du Soldier Fields des années 20, si je ne m'abuse, avec les deux colonnades, qu'il garderait, il raserait tout le reste. Il ferait, vous avez vu les vidéos, hein, que vous avez rediffusées aussi, avec une grande esplanade de verdure écolo, magnifique. C'est bien.
Chicago, pour ça, il y a des très beaux parcs. Et puis donc ce stade juste à côté. Alors j'ai vu que pour les Chicagoans, le côté parking n'est pas du tout évoqué, ainsi que les impôts partagés entre le public et le privé. Mais moi je suis. Alors en plus on était sur un autre projet de stade, celui de Arlington Road là, qui était un ancien hippodrome, qui était en banlieue lointaine un peu quand même, qui faisait causer aussi pour l'accessibilité et le fait qu'on sorte quasiment de Chicago downtown, on va dire. Bon, là, on y resterait avec un stade moderne parce qu'il nous en faut un. On a un des plus petits stades en capacité de NFL extérieur. Alors ça a son charme, mais à un moment ou un autre, moi j'étais un peu sur cette ligne-là. Il faut vivre avec son temps et puis se dire que se donner un peu plus de chance sur une saison NFL, de gagner 1 ou 2 matchs dans des conditions pour l'adversaire comme pour nous à domicile, qui sont jouables. Les matchs sous la neige, ça a toujours son côté un peu sympa, au Lambeau Field et compagnie. Bon, le spectacle n'y est pas forcément. Et puis après, il y a la santé physique des joueurs aussi. Donc moi, je suis plutôt partisan. Après, quant au partage de ce que ça va coûter sur place, bon, les Américains ont de l'argent. À Chicago, ils en ont un peu quand même. Mais bon, non, il a l'air plutôt sympa. Et on part vraiment sur de nouvelles bases, malgré l'historique et puis les traditions des Bears avec la famille McCaskey et puis la doyenne qu'on doit respecter, Virginia, qui est toujours fidèle au poste. Donc, mélange de modernité, on est en plein dedans, et puis de tradition avec, je répète, je fais la pub pour être fan des Bears, parce qu'on va en recruter, une des franchises historiques, quoi. C'est vrai que et c'est un peu à l'image de l'effectif dont on a parlé en début d'émission, quoi. Ce mélange de modernité, d'un peu plus ancien qui peut donner quelque chose de bien. On a vu donc les Bears qui vont peut-être ouvrir leur stade. Il y a les Bills qui ont un projet aussi pour fermer le stade. Les Chiefs, on en a parlé il y a quelque temps avec le vote qui n'a donc pas été approuvé, qui veulent aussi possiblement passer à un stade ouvert. Seb, toi, les stades ouverts partout, tu t'en fiches ou C'est un petit si on peu touche à dommage. des institutions, genre on couvre le Lambeau Field? C'est un petit peu dommage parce que ça va uniformiser plein de choses, alors que justement, les matchs à Chicago, les matchs à Lambeau Field, il y avait cette particularité météorologique Chez les qui Chiefs aussi, était, ils ont fini avec des amputés. ouais, chez les Chiefs également, à Buffalo aussi. Alors, bon, les Vikings ont couvert leur stade il y a déjà fort longtemps, mais on est proche du cercle arctique, donc du cercle arctique, pardon, je peux le comprendre. Mais moi, je trouve qu'on enlève quelque chose, qui était presque un fait de jeu pour ces clubs et qui faisait partie de l'image du club. Je veux dire, moi, je me souviens dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a un Philadelphie-Chicago à Chicago qui se passe dans un brouillard, mais un truc terrible. On ne voit rien. Les caméras peuvent rien filmer parce que justement, il y a le brouillard de la région des Grands Lacs qui se lève. Et alors, bon, dommage pour les téléspectateurs de l'époque, et même pour les spectateurs, à mon avis, qui n'ont pas pu voir grand-chose dans le stade. Mais pourtant, c'est la dernière victoire de Chicago en NFL, c'est quand même... tout de suite. Je rigole, je plaisante. Mais voilà, ça enlève une particularité qui, pour moi, faisait partie de l'identité de ces clubs-là. Après, je comprends qu'on veuille uniformiser les conditions de jeu. Ouais, et puis je peux le comprendre, mais je trouve ça un peu dommage. Ça ouvre le champ des possibles pour recevoir le Super Bowl aussi, parce que du coup, tu te dis que Exactement. Chicago, qui à l'heure actuelle n'a aucune chance dans l'état de ce qui est demandé pour le Super Bowl, de recevoir un jour ce grand match, là, ça a été fait chez les Vikings du Minnesota il y a quelques saisons. Ça pourrait être fait à Kansas City, ça pourrait être fait à Buffalo, ça pourrait être fait à Chicago. Ça évite de tourner entre les 5 villes que sont Miami, Nouvelle-Orléans, Las Vegas, Los Angeles, voilà, dans ces villes-là, quoi. Voilà. Il y a cette possibilité-là aussi. Toi, Damien, t'en penses quoi? Un petit mot là-dessus? Moi, je suis partagé. C'est vrai que j'étais dépend. attaché.
Ouais, ça dépend. J'étais assez attaché aussi à ces conditions météorologiques. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un stade ouvert quand c'est le Rose Bowl à Pasadena et que tout va bien et qu'il fait beau toute l'année. Je peux comprendre que ce soit compliqué à Chicago et notamment pour les conditions de jeu, pour les joueurs, etc. Puis bon, c'est vrai que voilà, il faut penser aussi aux fans. Je pense pas que ça doit être très agréable de passer 3-4 heures sous la neige. Voilà. C'est Après, en drôle. plus, ouais, c'est drôle, c'est sûr. Après, ils ont pas d'assurance maladie, donc ils ont le rhume, ça va leur coûter cher. Mais, mais voilà, non, c'est logique. Et ça va avec la montée en puissance et la renaissance de la franchise. Ça, je suis d'accord aussi avec, voilà, avec Julien et Seb. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Parfait. Alors, juste avant de refermer ce podcast, comme d'habitude, les résultats de la semaine en D1 Elite, puisque nous couvrons aussi sur TF1 les résultats de la D1 qui s'est déroulée ce week-end. On a eu 2 matchs, on a eu deux semaines de compétition en 2 semaines de temps. D'habitude, il y a 15 jours entre 2 matchs. Là, ça n'a pas été le cas. Une nouvelle journée, donc avec 5 matchs au programme. Le Flash de la Courneuve qui s'est imposé très largement et logiquement face aux Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône sur le score de 43-7. Le Flash de la Courneuve qui sécurise ainsi sa qualification en play-off, mais pas encore la première place. Dans le deuxième match de la Conférence Nord, les Léopards de Rouen ont battu 24-20 les Molosses d'Asnières-sur-Seine. C'était un match particulièrement important pour les play-offs notamment, puisque les deux franchises avaient le même bilan avant le début de cette journée. Dans la Conférence Sud, les Blue Stars de Marseille se sont à nouveau imposés, 7e victoire de la saison, 28-27 contre l'Iron Mask de Cannes. Un succès étriqué, mais un succès quand même qui permet aux Marseillais de sécuriser, eux, la première place de la Conférence Sud. Ils seront donc exemptés de premier tour de play-off. Derrière eux, les Grizzlies catalans, et c'est la surprise de cette journée, ont été battus par les Ours de Toulouse 12-10. Et dans le dernier match, les Dauphins de Nice ont battu les Argonautes d'Aix-en-Provence 35-14. Les Argonautes qui sont donc à 1 victoire et 6 défaites depuis le début de la saison et qui frisent avec la deuxième division, avec la relégation pour cette équipe qui est quand même mythique dans le championnat de France. Les Argos d'Aix, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils ont été champions de France déjà. Et voilà, ils étaient déjà en difficulté l'an dernier. C'était Grenoble qui était descendu. C'est encore plus compliqué cette année. Il reste pour toutes ces équipes 2 ou 3 journées parce qu'il y a un match entre Aix-en-Provence et Nice, un match en retard qui n'a toujours pas été rejoué, qui sera rejoué à la fin du championnat. Je termine cette page football américain en France en rappelant que la Coupe d'Europe commence cette semaine avec 2 matchs. Donc le Flash de la Courneuve qui reçoit, que je dise pas de bêtises, il reçoit Stockholm, les Mean Machines de Stockholm. Alors il faut savoir que l'équipe de Stockholm est invaincue depuis 2021 dans son championnat national. Ça fait 2 saisons de suite qu'ils ont tout gagné et là ils sont encore à 4-0 cette année. Donc ils reçoivent Stockholm et les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui recevront eux les Autrichiens de Graz, les Giants de Graz. C'est pas les Giants de New York, mais c'est les Giants de Graz. C'est déjà pas mal. Donc, si vous êtes, que ce soit en Ile-de-France ou du côté de la Haute-Savoie ce week-end, le match à la Courneuve, c'est samedi à 15h. Le match à Thonon-les-Bains, c'est samedi à 18h. Évidemment, les résumés seront disponibles sur The Free Agent dans la soirée de samedi. Voilà pour toutes les infos du foot américain en France. Je remercie énormément Julien d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez le retrouver en suivant le compte FrenchBears69 sur X. Un petit dernier mot, Julien, pour appâter des gens à devenir fans des Bears. Oh, pas besoin d'appâter. Je ne vais pas faire du racolage. Si, vas-y, c'est le moment. On a un premier tour de draft avec ce qui est présenté comme un talent générationnel, Caleb Williams. J'espère que il fera parler de lui en positif et que on dépassera les 4 milliards à la passe et puis plus de 30 touchdowns pour lui, ce qui n'a jamais été fait à Chicago. Il a quand même un boulevard. Bon, faudra pas qu'il prenne le boulard pour faire une rime parce que non, puis c'est une franchise mythique et puis on rigole bien tous ensemble en tant que fan des Bears. Il y a de quoi causer et puis on repart vraiment là presque pas tout à fait d'une page blanche, mais il y a de l'espoir et puis comme on l'a dit dans l'émission, la NFC Nord a toujours été une division historique et avec des équipes mythiques quoi.
Et Donc, et join me. Voilà, joiner tous les fans des Bears, et on rappelle aussi qu'il y a un compte français des Bears, Chicago Bears France, donc vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, qui est très sympathique aussi. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Tous les fans des Bears, toute la communauté des Bears, c'est des gens, et je le dis très sincèrement parce que je pense qu'ils nous ont toujours répondu depuis qu'on a créé TFA il y a 4 ans. Ils ont toujours été là pour répondre à nos invitations, même quand ils peuvent pas venir, ils nous répondent quand même, et c'est pas le cas de tout le monde. Donc on en profite pour saluer la communauté des Bears. Merci aussi mon cher Seb d'avoir été là comme tous les mercredis, et merci à toi mon Damien aussi d'avoir été présent. On se dit à la semaine prochaine avec un nouveau programme, avec un nouveau Tailgate. En attendant, passez une très bonne semaine sur TFA. Salut tout le monde. Ciao, bye.